Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des marqueurs psychobiologiques associés au craving et à la rechute. Donc, pour introduire cette présentation, je vais très rapidement revenir sur un certain nombre de notions qui ont été évoquées très largement dans les présentations précédentes. Donc, juste comme cela a déjà été vu, le craving est une notion qui occupe actuellement une place de plus en plus centrale dans les différents modèles théoriques de l'addiction et également dans les approches cliniques, les approches diagnostiques du trouble, puisque, comme cela a été rappelé, c'est devenu un critère diagnostique du nouveau DSM. Donc le craving peut être défini comme une expérience subjective qui correspond à un désir irrépressible, intense, de consommer et donc orienté sur l'objet de l'addiction et qui est très fortement rattaché à la notion de perte de contrôle. Il semble également que ce phénomène soit une expérience très spécifique du sujet dépendant qu'on ne retrouve pas chez les personnes sans addiction. Et je pense que c'est important de rappeler que cette expérience est également très souvent associée à un niveau de détresse émotionnelle relativement élevé chez les patients. Alors si cette notion de craving est l'objet de très nombreux travaux et débats depuis quelques années, c'est qu'il pose la question du lien possible donc avec le phénomène de rechute, et en particulier l'hypothèse que le craving puisse représenter un déterminant très fort de la reprise des consommations et donc largement et activement participer à la chronicité du trouble. Alors néanmoins, l'étude du lien entre craving et rechute apparaît assez limitée par un certain nombre de limites méthodologiques qui sont intimement liées à la nature même du phénomène. Le craving, ça a déjà été évoqué par Joel Svendsen, est un phénomène tout à fait complexe qui est également très fluctuant dans le temps et même très fluctuant au cours d'une même journée chez un même individu et qui est surtout fortement influencé par de très nombreux facteurs, à la fois des facteurs émotionnels et des facteurs environnementaux. Donc on voit à travers ces quelques considérations que si l'on s'intéresse à l'étude du lien entre craving, usage, craving et rechute, il est tout à fait essentiel de pouvoir prendre en compte la complexité de ce phénomène. Et donc, la question « le craving est-il associé à la rechute ?» est une question qui doit laisser place à la question suivante, plus précisément sous quelles conditions et sous l'influence de quels facteurs le craving peut-il en effet prédire la rechute. Alors il existe une littérature internationale extrêmement riche qui s'est intéressée à un certain nombre des déterminants du craving et qui s'est intéressée en particulier au rôle des stimuli conditionnés, ça a déjà été évoqué, donc des stimuli qui étaient habituellement associés, couplés à la consommation de substances. Donc ces études sont le plus souvent des études expérimentales qui sont effectuées en conditions de laboratoire. Et au cours de ces études, donc, les sujets, les patients sont exposés à deux types de stimuli. Des stimuli neutres qui sont essentiellement des films documentaires ou qui peuvent être également de la manipulation d'objets comme des jeux de société, et des stimuli liés aux substances qui sont essentiellement, qui correspondent au matériel avec lequel le sujet a l'habitude de consommer la substance. Donc par exemple, pour les substances comme l'héroïne et la cocaïne, les sujets vont être exposés à des seringues, des cuillères, du coton, soit par film, soit par manipulation. Alors, à ces expositions, durant toute la durée de la session expérimentale, sont recueillies également un certain nombre de mesures, donc des mesures subjectives, auto-rapportées, des mesures du craving, donc à travers des questions autour du désir de consommer, du risque de consommer ou autour de la sensation d'effet euphorisant perçu après exposition aux stimuli, et également des mesures physiologiques
comme par exemple la mesure de la fréquence cardiaque ou de la température cutanée. Alors l'ensemble de ces études ont montré la capacité de ces stimuli liés aux substances à générer de manière très claire une élévation du craving et également à induire des réactions physiologiques tout à fait spécifiques, représentées par exemple par l'augmentation de la fréquence cardiaque ou la diminution de la température cutanée. Alors lorsque ces études étaient couplées à des techniques de neuroimagerie, on s'apercevait également qu'était associée à ces phénomènes une stimulation importante, nette, des circuits de récompense cérébraux. Alors l'ensemble de ces phénomènes sont tout à fait stables d'une étude à l'autre. Ils sont tout à fait similaires indépendamment de la substance qui est l'objet de l'addiction, de la substance étudiée, et ils ne sont pas observés lors d'exposition à des stimuli neutres. Donc on voit que c'est un phénomène tout à fait fiable, valide, reproductible, mais néanmoins, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces phénomènes sont pertinents sur le plan clinique et utiles, et en particulier, est-ce que ces phénomènes, est-ce que le craving induit par ces stimuli conditionnés sont susceptibles de prédire la rechute et d'entraîner la rechute. Alors quand on examine cette question, on se rend compte qu'il y a finalement relativement peu d'études qui ont examiné le lien entre ce profil de réponse, le craving induit par les stimuli, et le risque de rechuter dans les semaines ou les mois qui suivaient la fin de la session expérimentale. Alors, une étude qui a été publiée en 2010 par Bach et ses collaborateurs ont examiné particulièrement cette question. Ils ont étudié cette question auprès d'un échantillon de 53 sujets dépendants à la cocaïne qui étaient exposés à des stimuli drogues et des stimuli neutres, et les auteurs suivaient les consommations durant le mois qui suivait la fin de la session expérimentale, de la procédure expérimentale. Donc, nous voyons ici que les résultats de cette étude montraient que la majorité des sujets dépendants à la cocaïne rapportaient, je ne trouve pas le pointeur, c'est pas grave, donc ils rapportaient une augmentation du craving. Non, ça ne doit pas marcher. Ouais. Ouais. Donc, il rapportait ici une élévation du craving après exposition aux stimuli drogue. La majorité de ces sujets rapportaient cette élévation. Et c'est important de constater que cette expérience de craving après exposition... Comment ? Ah, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est beaucoup plus efficace. Bon, désolée. Donc, comment ? Merde. Bon, on va reprendre la suite. Donc, on voit ici une élévation importante du craving après exposition. Ce qui est important de voir également, c'est que cette élévation du craving, elle est associée à une élévation importante du stress perçu par les sujets. Quand les auteurs ont examiné le lien entre ces variables et le risque de rechute à 1 mois, ils montrent un lien très significatif entre l'élévation du stress perçu, l'élévation du craving et le risque de rechute, donc dans le mois qui suit cette exposition. Alors les auteurs se sont ensuite intéressés d'essayer de voir est-ce que l'intensité du craving peut-elle prédire la rapidité de la rechute. Donc pour cela, ils ont examiné le lien entre l'intensité du craving dans 2 groupes d'individus, des individus ici qui avaient expérimenté une élévation peu importante du craving, qui avaient des niveaux de craving relativement peu élevés, et des sujets qui avaient au contraire un niveau de craving très important.
Et donc, ils ont examiné le lien entre cette intensité et le nombre de jours qui séparaient la fin de la session expérimentale et la première reprise des consommations de cocaïne. Et les résultats sont très intéressants, puisqu'on voit très nettement ici que les sujets qui avaient un niveau de craving beaucoup plus élevé étaient ceux qui rechutaient le plus rapidement, et même plus précisément, plus de la moitié de ces sujets avaient repris de la cocaïne dans les 24 heures en moyenne, donc qui suivaient la fin de la session expérimentale. Alors nous avons dans notre laboratoire examiné la même question, mais cette fois-ci dans un échantillon de sujets dépendants aux opiacés qui étaient traités, stabilisés sous méthadone et buprenorphine. Et nous avons également inclus un groupe de sujets contrôle. Donc les sujets étaient exposés à la même procédure expérimentale que celle qui a déjà été, que je vous ai décrite. Au cours de la session étaient réalisées des mesures psychophysiologiques et également une mesure du cortisol salivaire. Par la suite, on suivait les patients pendant 3 mois après la fin de la session expérimentale afin d'évaluer la reprise ou non de consommation de substances, ce qui nous permettait de catégoriser les patients en 2 groupes, des patients considérés comme non rechuteurs et des patients considérés comme rechuteurs. Alors on voit ici sur cette figure le profil de réponse pour la variable craving dans nos 3 groupes de sujets, contrôle, non rechuteurs, rechuteurs, après exposition en gris foncé aux stimuli drogue et après exposition aux stimuli neutres, ici en gris clair. Donc la variable craving était évaluée selon 2 aspects, la dimension désir de consommer et la dimension risque de consommer. Donc nous voyons ici que pour ces 2 dimensions, les sujets dits rechuteurs et les sujets non rechuteurs d'ailleurs expérimentaient une nette élévation du craving après exposition aux stimuli drogue, ce qui n'était pas retrouvé chez les sujets contrôle. On peut noter que les sujets rechuteurs avaient une tendance à présenter une élévation du craving plus importante. Alors pour la variable high, qui correspond à la sensation d'euphorie perçue après exposition aux stimuli, nous voyons ici très nettement que les sujets rechuteurs expérimentaient une nette augmentation de cette sensation d'euphorie, contrairement au groupe non rechuteur et au groupe contrôle. Alors enfin, pour la variable cortisol, après exposition aux stimuli drogue, les sujets rechuteurs expérimentaient une augmentation très significative du niveau du taux de cortisol salivaire, contrairement aux sujets non rechuteurs et aux sujets contrôle qui avaient une réponse tout à fait similaire et qui, eux, présentaient une diminution de ces taux de cortisol salivaire. Donc nous avons examiné ensuite la relation entre l'ensemble de ces réponses de ces variables avec le risque de rechute et les résultats montraient que l'élévation du cortisol était tout à fait prédictive du risque de rechute à 3 mois. Enfin, un autre résultat qui était très intéressant, c'est qu'il existait une corrélation entre une mesure subjective, donc l'élévation du cortisol, une mesure biologique, l'élévation du cortisol, ici, et la variable subjective qui était la sensation d'euphorie perçue. Donc ces 2 réponses étaient très fortement corrélées. Alors, pour conclure sur cette présentation, nous avons vu sur l'ensemble de ces données que, d'une part, le craving permettait bien de différencier les sujets dépendants des sujets contrôle et semblait donc bien être une expérience tout à fait spécifique. L'autre élément, c'est que le craving, dans ces différentes études, le craving induit par des stimuli conditionnés, était bien un élément très fortement prédictif de la rechute, ce qui souligne l'intérêt de peut-être mieux l'intégrer et mieux l'évaluer dans les prises en charge et dans les prises en charge des patients.
Nous avons en particulier montré qu'une dimension du craving, qui était la variable high, était nettement corrélée avec une mesure biologique et prédisait la rechute à 3 mois. Enfin, un autre élément qui était très intéressant dans ces travaux était de montrer qu'il existait bien une différence individuelle concernant la vulnérabilité à la rechute et que ces différences individuelles semblaient être très liées à l'intensité des réponses subjectives présentées par les patients. Donc, nous avons ainsi pu mettre en évidence des marqueurs de vulnérabilité à la rechute qui étaient représentés par une intensité particulière des réponses subjectives et également par une dysrégulation de l'axe du stress. Donc, ces différents résultats soulèvent un certain nombre de questions et d'hypothèses, en particulier une hypothèse qui paraît particulièrement intéressante, et l'hypothèse selon laquelle l'exposition aux stimuli liés aux substances pourrait représenter une expérience particulièrement stressante pour les sujets dépendants qui sont dans une démarche d'arrêt et de prise en charge, que cette expérience pourrait activer une réponse dysfonctionnelle du stress qui pourrait participer à amplifier l'intensité des réponses subjectives et donc augmenter le risque de rechute. Donc, ces réponses dysfonctionnelles qui étaient caractérisées dans notre étude par une élévation du cortisol anormale et une hyperréactivité de l'axe du stress pourraient être sous-tendues et expliquées par une dysrégulation préalable de la réponse au stress, dysrégulation qui pourrait être une dysrégulation liée à des traumatismes précoces dans l'enfance, par exemple. Donc, pour les perspectives de recherche, il semble intéressant d'essayer de mieux comprendre la relation entre ces phénomènes subjectifs de craving et la réponse biologique au stress, et en particulier de mieux comprendre les mécanismes qui peuvent sous-tendre ces dysrégulations de la réponse au stress. Enfin, ces résultats posent un certain nombre de questions nouvelles. La première, quelle est la validité de ce modèle de rechute en conditions écologiques dans l'environnement naturel du sujet, où on sait que les stimuli sont beaucoup plus complexes, variés, que ceux qu'on étudie habituellement en conditions de laboratoire. Et la deuxième question, c'est quelle est la validité de ce modèle également pour les autres addictions, en particulier pour les autres addictions aux substances. Voilà, je vous remercie de votre attention.